Interview Hector Sergent, clap numéro 1. Pour quelle date aujourd'hui? 27 octobre 2025. C'est parti. Bonjour, dans le cadre de Renaître et ses cendres, dans le projet que je monte petit à petit, le cercle du Phénix, vous avez pour montrer un petit peu le côté humain des personnes qui aujourd'hui sont très connues, mais qu'à un moment donné, ce n'était pas le cas. Et j'ai vraiment un plaisir énorme donc d'être en compagnie de Jean-Pierre Sergent. Donc, bonjour Jean-Pierre. Bonjour Hector, c'est un tel plaisir de te revoir après quelques années. Oui. Alors, je suis un peu... est-ce qu'on est dans ton atelier ou dans ton studio d'enregistrement? C'est vrai que j'ai investi au fur et à mesure des années, Oui. puisque je fais de plus en plus d'entretiens avec des amis anthropologues, philosophes ou critiques d'art. Et petit à petit, j'ai commencé à investir à New York sur le matériel. Oui. Et puis, je suis au point maintenant. Voilà. Donc, je suis un peu jaloux. Hein, Non. Bon. Ça reste entre nous. Hein. Oui. Jean-Pierre, tu es né à Morteau. Oui. Et tu vois, il y a une petite coïncidence, hein, on est né la même année. Hein. D'accord. Je suis né en 58. Oui. 14 juillet, hein. Excuse-moi, 14 juillet 58. Oui, toi, tu es né la fête nat française, Voilà. et moi, le 4 juillet, la fête nat américaine. Et je ne le savais pas avant de partir. Tu ne savais pas? Non. Franco-new-yorkais. Oui, mais je dis ça parce que ça pose les choses, oui. Et tu as beaucoup vécu là-bas, non? J'ai vécu plus de 10 années à New York, oui. Ah oui. Alors Jean-Pierre, je te remercie vraiment parce que, comme je le disais au début, dans le cadre de ces podcasts que j'organise, c'est d'interviewer des personnes comme toi, mais aller plus en profondeur, voir le côté humain de l'artiste, qu'aujourd'hui tu es assez connu au niveau international. Hein, tu as exposé dans différents pays, le Canada, les États-Unis, l'Iran également. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas que ça. Hein. Quels sont les autres pays? La Chine. La Suisse, j'ai souvent exposé en Suisse. Oui, aussi. l'Iran et là bientôt. Là, j'expose à Scotland, en Écosse, à Édimbourg. Oui, voilà. Donc, c'est pour dire qu'en fait, très souvent, quand on vit dans un endroit, on ne connaît pas les richesses qu'on a, tu vois, parce qu'on peut être fier d'avoir un artiste byzantin qui va exposer dans le monde entier. Hein, c'est mon point de vue, si tu veux. Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, on va donc, encore une fois, merci. Et j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton histoire. Tout petit, par exemple, jeune, tu étais comment à l'école? Parce qu'un peintre, j'imagine, c'est un peu un rêveur, non? Tu étais comment à l'école? Non, j'étais pas si rêveur que ça. J'étais plutôt bon élève. Bon, bon élève, oui. J'aimais étudier. Mais j'étais turbulent parce que, comme je souffrais de crise d'asthme, ça a créé une violence intérieure chez moi. Parce que c'est comme Proust, je voulais me libérer de la souffrance. C'est une souffrance qu'on a du mal à accepter, d'avoir juste l'impression de mourir. De crise d'asthme, on a l'impression de mourir chaque fois. Donc c'est vrai que c'est très angoissant. Donc je suis sorti de ça, justement en recopiant des images d'animaux sur le grand livre des animaux, ou sur les Amérindiens, des rituels amérindiens, et je copiais ça avec un crayon et un carbone, et c'est exactement la chose que je fais aujourd'hui, puisque je recopie des images que je récupère sur Internet, où avant, j'allais dans les musées, au Metropolitan Museum par exemple, je prenais des photos et je recopiais ces images pour les intégrer dans mon travail. D'accord. Mais tu avais quel âge quand tu commençais à dessiner? Très tôt, 5-6 ans, oui. Et dans la famille, il y a des artistes? J'avais un oncle qui faisait un peu de peinture, Corrado, qui était italien. Mais comment est née alors cette envie, cette passion pour être artiste, peintre? Ah, là, on va chercher loin, là. Je pense qu'on est ultimement peintre pour échapper à la souffrance et à la mort, bien sûr. D'accord. Oui. C'était vraiment un échappatoire, quoi. La création, bien sûr, oui. On échappe de notre réalité. Oui. Imagine un mur comme ça à Besançon, alors qu'il fait froid, alors que les gens ne sont pas sympas. J'arrive quand même à parler de la vie. Oui. Il faut aller la chercher, celle-là, parce que c'est pas gratifiant de vivre en France. Non, mais c'est ça. C'est vrai, hein. C'est ça, oui. Alors, tu es très jeune et tu commences avec des dessins. Et ensuite, après, quoi, il y a une école, comment ça s'est passé parce que très souvent, nos parents, ils veulent que tu sois avocat, médecin ou... Non, pour ça, mes parents étaient d'une grande générosité. J'ai voulu faire un compromis, donc je suis allé à l'école des beaux-arts de Strasbourg. Et là, entre nous, il y avait beaucoup trop de contraintes dans l'architecture pour trouver ma liberté. Donc, c'est en cela que
j'ai fait 6 mois à Strasbourg, puis après je suis venu à l'École des Beaux-Arts de Besançon. D'accord. Et puis, il y a toujours ces mots liberté qui... Tu cherches encore ou Bien sûr, bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr, parce que c'est important d'être libre de jouir de la vie, parce que tout nous contraint à être complètement des moutons de panurge, et je fais ce que je veux, mais bien sûr, il y a un prix à payer, bien évidemment. Oui, c'est ça. Oui, bon, je sais de quoi tu parles parce que effectivement, je suis un petit peu dans ces cas-là. Donc, il y a le prix à payer, ça veut dire que il y a eu des moments très compliqués, très difficiles, parce que quand on est dans le monde de l'art, c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident, et ça dépend des pays, mais en France, c'est encore moins. Enfin bon, on n'est pas persécuté. Mais il y a moins de 1%, je cite des chiffres comme ça, d'artistes qui vivent de leur travail professionnel, qui sont inscrits à la Maison des artistes. Et en Allemagne, c'est 5%, donc c'est 5 fois plus. C'est-à-dire que toutes les structures ont été détruites en France, et les gens ne s'intéressent plus du tout à l'art, mais je pense que c'est global. Nous sommes entrés, ce que j'appelle souvent, une société post-culturelle. La culture ne nourrit plus son homme, quelque part. On se désintéresse totalement de ce que ça nous amène, de ce que ça nous amène justement comme liberté et comme ouverture. Et donc, lors de cette analyse que tu fais, qu'est-ce qu'il fait Jean-Pierre Sergent pour justement équilibrer et pouvoir s'en sortir parce que... Tu sais, on ne peut pas se battre contre un système parce qu'on perd tout le temps. J'ai compris ça à New York, parce qu'il y avait l'affaire Clinton, et j'ai voulu travailler l'érotisme pour montrer que c'est complètement débile de poursuivre un président américain parce qu'il s'était fait tailler une pipe par sa stagiaire. Donc ça n'avait pas de sens, si tu veux. Hein. Et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé l'érotisme, un peu par conflit. Mais je pense que c'est plus judicieux, ce qu'on dit dans le bouddhisme, enfin dans la philosophie orientale, c'est d'utiliser les flèches de l'ennemi. Parce que les flèches de l'ennemi, aujourd'hui, c'est la pornographie. On détruit le monde avec... je ne dis pas qu'on détruit le monde avec la pornographie, mais quand même, 50% des images vues sur Internet sont des images pornographiques. Donc moi, je récupère ces flèches de l'ennemi, et je les transforme, et je les transmute, et je fais une création jouissive, quelque chose qui régénère le monde quelque part. D'accord. Donc c'est un petit peu, c'est pas mauvais vu de ton côté en fait. La pornographie, en fait pas la pornographie parce que tu le transformes en art, en quelque chose d'acceptable en fait. Hein. Il n'y a rien de mauvais quelque part dans la vie. Il n'y a rien de mauvais. On dit que la sexualité c'est mauvais, pas du tout. On voit comment d'autres cultures avant nous avaient réintégré la sexualité. Pour exemple à Madagascar, il y a des statues de couples qui copulent sur les tombes. Donc, on ne mettrait pas ça en France. Oui. Ce serait obscène. D'accord. Voilà. Donc, je parle un peu de ce rapport aux différentes civilisations, aux différentes pensées. Est-ce que ce n'est pas un peu hypocrite, puisque derrière ça, et la sexualité et tout ça, c'est devenu quelque chose de... C'est du business, bien sûr, oui. C'est le plus gros business avec l'armement. Ah oui. Oui, ouais. Incroyable. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une lutte permanente que tu as, de pouvoir montrer ces côtés-là, parce que bon, tes peintures, c'est pas tout autour de ça, c'est... Il y a peut-être 50%. 50%. Mais c'est pas c'est l'érotisme. Oui, oui. C'est-à-dire que c'est une énergie. C'est comme dans le tantrisme. Les moines qui font des ascèses mangent des cadavres pour sublimer la vie. C'est un peu ça. Moi, je sublime la vie, je sublime l'art quelque part. Ah, d'accord, oui. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton séjour à New York ? Tu es arrivé à quel âge ? Tu as fait comment ? Tu connaissais quelqu'un ? Ah non, pas du tout. Ah bon ? Non, mais je suis parti, avant d'arriver à New York, je suis parti à Montréal. Oui. J'avais 33 ans, l'âge fatidique du Christ. Et je suis parti à Montréal avec 2 sacs à dos, comme ça. Ah oui. Je connaissais mon frère qui habitait à Ottawa, et c'est tout. Et j'ai fait des amitiés là-bas. Et j'ai découvert un milieu culturel intéressant, où il y avait des artistes qui vivaient de leur travail. J'avais un copain qui faisait $30 000 par an. Pour moi, c'était fabuleux, parce qu'il y avait des collectionneurs. Ouais. C'est ça qui n'existe pas en France. Et il y a des gens un ami André Giroir qui est décédé maintenant, qui venait dans mon atelier, il me dit Jean-Pierre, qu'est-ce que tu as fait? Donc je lui montrais ci, ça. Ah tiens, je t'en prends 3, tu me fais un prix. Je dis bien sûr. Mais ici, ça n'existe pas. Ouais. Les gens ne s'intéressent pas du tout. Et donc tu arrives à Montréal. Alors c'est intéressant parce que c'est l'époque peut-être où les jeunes sortaient beaucoup un sac à dos et ils partaient. Voilà. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, je suis parti comme ça, sans assurance maladie, sans rien. Donc il y a encore une fois cette envie de liberté, de recherche. Je pense que c'est un petit peu un message qu'on pourrait faire passer aux jeunes de aller explorer. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Hein. À l'époque, ce n'était pas si évident que ça.
je ne veux pas donner de leçons, j'ai suivi ma voie quelque part, oui. Oui, mais c'est intéressant que, oui. Ouais. Comme tu dis, il y a le prix à payer, mais c'est quand même une belle aventure. Hein. Tout à fait. Ouais. Oui. Quand tu vas nous quitter, parce que malheureusement, moi aussi, tu ne vas pas regretter en fait d'avoir fait tout ce que tu as fait. Tu quitter, quand je vais mourir? Quand on va partir de cette... Ah ben non, je ne regrette rien. Voilà. Bien sûr. Ouais. Oui. Et c'est vrai que on dit souvent, ce qu'on va regretter quand on va mourir, ce n'est pas qu'on n'a pas acheté telle ou telle voiture. C'est peut-être qu'on n'a pas fait ceci, on n'a pas fait cela, on n'a pas été assez en contact avec la famille. C'est vrai. Oui. Ben, j'espère avoir cette espèce d'étincelle d'intelligence de prendre soin des autres et de ma famille, mais souvent on est confronté avec la connerie humaine qui, pour citer une phrase d'Einstein, il disait il y a deux choses qui sont infinies, c'est la bêtise humaine et l'univers, et pour l'univers je n'ai aucune certitude. Et ça m'est arrivé récemment de rencontrer quelqu'un d'une bêtise absolument incroyable, et on ne peut rien faire contre la bêtise, parce que plus rien ne passe, plus la gentillesse, l'attention à l'autre, rien ne passe, c'est un mur de conneries, et voilà. Il y a quelqu'un qui disait, si la connerie volait, il ferait noir tout le temps, quoi, en fait. Voilà, oui. Mais bon, peu importe, mais... Et tu arrives à New York, alors, chez quelqu'un, comment ça se passe? Raconte-nous un petit peu ça. Non, j'étais avec un artiste qui s'appelait Daniel Villeneuve, c'est lui qui vendait un peu. Il me dit, il ne faut pas que c'est à Montréal, Jean-Pierre, on s'ennuie, on va mourir, là. Et puis, donc lui, il avait loué un loft à Soho. Et il louait tout un appart, et moi, j'ai loué une chambre pendant un mois. Et il se trouve que pendant ce temps-là, j'ai une amie qui s'appelait Anne-Marie Dannenberg, qui avait une galerie, et qui m'a dit, Jean-Pierre, tu devrais aller voir Léo Castelli. Je dis, attends, Léo Castelli, c'est le plus grand marchand d'art au monde, qui a montré Andy Warhol, Rauschenberg, Jasper Johns. Et il m'a dit, oui, il reçoit les jeunes artistes. Donc j'ai appelé la galerie, c'est M. Sergent, je voulais me parler à Léo Castelli. Oui, allô, écoutez, je m'appelle Jean-Pierre Sergent, je suis de Peintre, j'aimerais passer vous voir pour vous présenter mon travail. Elle passait mercredi à 16h. Ah oui. Voilà. C'est un petit peu la différence, parce qu'on dit souvent aux États-Unis, c'est... Voilà. On peut appeler les gens et ils nous reçoivent. Ah, ici, c'est pas ça. Et vous êtes qui Pour anecdote, j'avais appelé une directrice du musée d'art à Colmar. Je crois que c'était le musée André Malraux, je sais pas. Enfin, non, un centre d'art. J'appelle la secrétaire, j'ai dit, Monsieur Sergent, j'ai une exposition au musée des Beaux-Arts de Mulhouse. Bon, ça pose quand même, monographique. J'aimerais parler à Madame Tillman. Oui, écoutez, elle ne prend pas les artistes au téléphone. Bon, envoyez un mail. Donc, bien sûr, elle ne m'a jamais répondu. C'est incroyable de traiter les gens comme ça. Et donc, tu passes 10 ans, donc j'imagine que quand tu es arrivé ici, tu as vu l'écart, la différence, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Et comment tu as fait pour te réadapter? Donc, tu es installé ici à Besançon, à Gardon. Comment tu as fait pour... J'ai du mal, je suis encore pas réadapté. Ah oui. Tellement de choses me manquent, mais aussi, il y a beaucoup de choses en France. Aussi. Il y a la nature, il y a ma famille. Et il y a une culture différente aussi, mais le poids de la culture est trop fort, justement. Trop fort pour accepter un travail comme le mien, parce que c'est un travail qui bouleverse un peu les codes. C'est pas qu'il soit novateur, mon travail, mais il parle de choses, je parle beaucoup de spiritualité, d'hindouisme, de toutes les cultures qui sont en train de disparaître. Les gens ici s'en foutent complètement. Donc tu travailles, tu vas nous parler un petit peu du matériel avec le plexiglas que tu travailles et pourquoi tu l'as choisi. Et puis effectivement, donc, comment fait quelqu'un qui ne connaît pas ton œuvre? Parce que derrière, comme tu dis, il y a, on ne va pas dire des analyses, mais un message, peut-être d'espoir, d'amour, de sensualité. On va commencer. Pourquoi tu as choisi ce matériel-là? Le plexiglas, oui. Eh bien, en fait, à Montréal, j'habitais juste à côté d'un magasin où ils imprimaient des t-shirts. Et j'ai commencé, j'avais demandé de me faire des images. Là, je travaille sur le format carré, mais avant, c'était le rectangle. C'était 35 par 15, 35 par 17,5. Et j'utilisais ce format pour imprimer sur papier. Puis après, j'ai imprimé sur plexiglas parce que je voulais trouver un matériau neutre qui puisse tenir dans le temps. Parce qu'à l'époque, en France, je travaillais sur Masonite, ce qu'on appelle Isorel. Et ça ne tient pas dans le temps. D'accord. Voilà. Et donc, ce message que tu essayes de faire passer... Non, mais le message, c'est... J'ai eu la semaine dernière la nouvelle directrice des Beaux-Arts de Besançon qui est venue, et on a longuement parlé de mon travail, mais
c'est difficile d'approcher une œuvre d'art. Il faudrait vraiment être moi-même, avoir vécu tout ce que j'ai vécu pour comprendre le message. Il y a parfois des gens qui peuvent le sentir parce que ils ont approché. Parce que, par exemple, je suis allé en Égypte et j'ai eu une révélation en Égypte. Ou au Mexique, j'ai eu des révélations au Mexique aussi. Ouais. C'est un peu c'est l'ordre de la révélation. C'est pas de la sentimentalité où on va sentir l'amour ou la joie, ou pas du tout. Et il faut sentir les énergies. Et pour sentir les énergies, il faut avoir fait l'expérience de ces énergies-là. C'est comme une femme qui voit une femme en orgasme et qui n'a jamais eu d'orgasme, donc ça passe pas. Ouais. Enfin, je prends un exemple trivial ici. Mais bon, je peux donner des pistes, mais pourtant, oui. il y a des personnes qui te suivent, qui t'admirent. Ces personnes-là, ils arrivent à comprendre ça. Et puis Oui, parce que premièrement, ils ont une grande culture, mais ça ne suffit pas non plus. Ah oui. Non. Parce que tu peux avoir lu tous les livres que tu veux, tout ça, et tu ne rentreras pas dans ma peinture. C'est assez paradoxal, c'est assez inexplicable. Ouais. Les gens qui rentrent dans mon travail, ils rentrent dans l'énergie du travail. D'accord. Et comment ça se passe? Parce que tu dois avoir des témoignages. Oui, comme mon amie Marie-Madeleine Varey, qu'on avait interviewée. Oui. Elle rentre vraiment dans mon travail, mais parce qu'elle est d'une grande culture, elle est chercheuse au CNRS. Son ex-époux était ils étaient amis avec Sartre, avec Claude Lévi-Strauss. Donc, elle a voyagé en Inde. Donc, c'est tout un parcours, un pattern, comme on peut dire, de vie qui permet d'accéder à mon travail. Mais il y a peut-être des gens qui n'ont jamais voyagé, qui vont rentrer dans mon atelier, qui vont ressentir. Il n'y a pas de règle, je veux dire. Oui. Et comment tu vois l'avenir? Parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est donc très souvent sur les réseaux sociaux. C'est l'information qui va très très vite. Oui. La culture, ce n'est pas quelque chose qu'on va beaucoup investir. Comment tu vois ton avenir? Je crois que l'avenir des artistes est très inquiétant, je pense. Oui. Ouais. Des artistes en règle générale. Hein. En règle générale, voilà, musiciens, écrivains, tout. Mais je parle de l'art plastique, enfin ce qu'on appelle l'art plastique en France, que je trouve un mot horrible, de la peinture ou des sculpteurs. C'est-à-dire que le marché de l'art s'est complètement emballé. Il y avait un très bel article dans la Gazette des Arts il y a quelque temps, et il disait que il y a quelques années, un jeune, enfin, moi je considère toujours comme un jeune artiste, puis je passe sur le marché, vendait à 15 000 euros. Ouais. Et maintenant, premier prix en salle des ventes, un jeune artiste, 300 à 500 000 dollars. Oui. Donc on est au-delà, on ne comprend plus ce qui se passe. Ah oui. On ne comprend plus, on n'a plus aucune prise. À moins de trouver un gros collectionneur, on ne peut pas survivre. Oui. Il y a aussi, parce que je le vois un petit peu dans des autres pays, des œuvres d'art, je ne sais pas, où on met une banane et dans un musée où des choses, tu te dis, bon, ben, ça c'est de l'art. Est-ce que c'est pas un petit peu quelque chose qui va venir dénigrer le vrai art, puis dévier les gens? Non, mais l'art, c'est tout, c'est un ensemble de toutes choses. Le gars une banane qui est exposée là. Non, mais bon, ça c'est fait pour provoquer, bien sûr. Ah bon? C'est comme les toilettes qui sont... Oui, mais pourtant sont vendus à... Oui, mais parce que l'artiste a une réputation, il l'utilise, puis il se fout de la gueule du monde. Tant mieux pour lui, il fait de l'argent là-dessus. Oui, parce que Jean-Pierre Servan, il ne pourrait pas mettre... je sais pas, mais non, parce qu'il n'y a pas le public. Ouais. Moi, je n'ai pas de public, je suis sur les réseaux, j'ai peut-être 30 000 contacts sur LinkedIn, mais ça ne sert à rien du tout. Ouais. Ça ne sert à rien. Ouais. Si, j'ai fait ce contact avec cette galeriste en Écosse, mais c'est tout. Les gens ne viennent pas à l'atelier. Ouais. Et puis là, donc c'est difficile. Est-ce que tu travailles sur commande ou tu continues à produire? Ah non, pas du tout. Je n'ai jamais travaillé sur commande. Des fois, je fais des œuvres spécifiquement pour des musées. Enfin, je ne les crée jamais spécifiquement, mais je les organise. Comme les grandes installations murales au musée, j'ai choisi les œuvres que j'avais faites, mais je ne travaille jamais sur ça. D'accord. Et puis, est-ce que ton atelier, on peut venir... oui, mais sur rendez-vous, tout à fait. On peut venir et puis échanger avec toi. Voilà, bien sûr. C'est un petit peu l'objectif de ce que je fais, c'est vraiment de connaître au-delà du simple peintre. Donc, effectivement... On te passe un coup de fil. Oui, c'est vrai. Jean-Pierre, j'imagine que tu as des personnes que tu aimerais peut-être remercier dans cette vidéo, des personnes qui t'ont... Est-ce que tu as des menteurs, en fait, des artistes qui t'ont inspiré? Il y a des artistes avec lesquels j'ai des affinités, oui, comme Jackson Pollock ou
Mark Roscoe, les peintres. J'aime beaucoup l'abstraction américaine, oui. Parce que je trouve ou Barnett Newman, je trouve dans leurs travaux, contrairement à ce que certains pensent que c'est de la décoration, c'est-à-dire que je trouve une dimension spirituelle, justement. Ce qui m'intéresse, c'est comme le disait Kandinsky, du spirituel dans l'art. Et après, comment définir le spirituel, c'est autre chose. Oui. Mais je trouve qu'il y a une espèce d'âme, un peu comme ces Giotto ou dans les grottes préhistoriques, on sent qu'il y a une âme, c'est habité. Donc tout ce qui m'intéresse, ce sont les peintres qui sont habités. On pourrait citer le Caravage ou qui d'autre, Antonin Artaud, par exemple. D'accord. Et côté amitié, famille je dois remercier ma famille qui m'a permis d'être artiste. Et mon grand-père, qui est mon plus grand mécène, m'a toujours aidé à faire ce métier. Parce que bien sûr, la plupart du temps, on n'en vit pas. Mon grand-père et mon père étaient d'une grande gentillesse. Et toute cette gentillesse de la famille qui... maintenant, j'ai plus que ma maman et ma sœur. J'ai un frère à Montréal. Mais ça disparaît. Et c'est bien triste parce qu'on a du mal de se refaire de nouvelles amitiés. À New York, j'avais beaucoup d'amis artistes parce qu'il y avait une espèce de collaboration intellectuelle. On sentait qu'on faisait partie d'une intelligence collective. Or, en France, l'intelligence collective ne fonctionne plus. Enfin, chacun pour soi. Voilà, chacun pour soi. C'est très égoïste, beaucoup plus égoïste qu'aux États-Unis. Oui. Et ça me manque énormément. Jean-Pierre, on arrive à la fin de cette interview. Je te remercie vraiment du fond du cœur parce que c'est pas évident, j'imagine, de parler des choses parfois on n'a pas l'habitude. En tout cas, on n'a pas touché des choses trop sensibles. Mais... Non, bien sûr. Oui. Donc merci et puis il ne me reste qu'à te dire bonne continuation. Merci Hector. Même si c'est compliqué, c'est difficile, mais parce que là, je pense que tu as quand même pris l'habitude de rebondir. Oui, c'est vrai, oui. Mais quand je suis revenu de New York, j'ai mis tout dans un conteneur de 20 pieds et ça m'a pris 1 an avant de retrouver ce bel espace et 1 an pour le rénover. Donc chaque fois, oui, à New York, j'ai eu 3 ateliers successifs aussi. La vie d'artiste, c'est pas seulement peindre, entre guillemets, mais c'est toute la matérialité du studio. Faire face au quotidien. Voilà, oui, bien sûr. Oui. De où l'importance de renaître de ses cendres. Oui, je ne sais pas si on renaît, mais en tout cas, il faut accepter cette force vitale et l'honorer et puis vivre dans la joie aussi, bien sûr. Oui. Bon, est-ce que peut-être la différence entre toi et beaucoup de monde, c'est que toi, tu vis d'une passion, tu sais pourquoi tu t'élèves, même si ce n'est pas facile, hein, mais tu t'élèves motivé quand même. Tous les jours. Tous les jours. Comme on dit en anglais, it's a blessing and a curse. C'est une bénédiction et une malédiction d'être artiste, parce que c'est une vie tellement dure, mais quelque part, on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie jamais et on peut toucher aux choses. On a les doigts dans la vie. Dans la sexualité, dans la mort, on est présent au monde, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Pierre. C'est moi qui te remercie, Hector. C'était un moment de plaisir partagé et bonne chance à vous tous. Merci beaucoup. Voilà, super.